Maintenant, on va aborder le troisième film. J'ai nommé Les Proies, écrit par Sofia Coppola et Abel Watts, d'après un roman de Thomas Cullinan. Il a été réalisé par Sofia Coppola, du coup, en 2017. Et le livre fut premièrement adapté au cinéma par Don Siegel en 1971, avec Clint Eastwood dans le rôle du caporal John. Et d'après la bande-annonce, ça a l'air d'être un film totalement différent. Je l'ai pas vu, mais bref. Au niveau du casting, on a Nicole Kidman, Colin Farrell, Kristen Dunst et Elle Fanning. Le film a remporté le prix de la mise en scène à Cannes en 2017, mais le film a eu un accueil public et critique plutôt moyen. Pour le pitch, on est en pleine guerre de sécession, dans le sud profond. Les pensionnaires d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Et alors qu'elles offrent refuge, l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent. Alors, du coup, pour les proies, c'est intéressant parce que du coup, à contrario de Little Woman, on était... comment dire? Le film était sur fond de guerre de sécession, où on était du côté du nord des Yankees. Là, on n'est pas du côté de l'Union, mais des confédérés. Oui, et d'ailleurs, quand même, Little Woman, on l'a précisé, c'est dans le contexte de la guerre de sécession, sauf que c'est pas tant que ça mis en avant dans l'histoire, quand même, mis à part peut-être parce que le père. Oui, voilà. Il est blessé ou il y a un effort de guerre, mais globalement, oui, on n'en a pas parlé parce que c'était pas vraiment très présent dans le film et que la vie des filles était vraiment très, 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 très loin du front et que c'était vraiment très, très, très secondaire tous les impacts que cela avait dans leur vie, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Oui, ce qui est pas forcément le cas pour les proies, parce qu'on a quand même le contexte qui est vachement plus présent dans l'histoire, déjà. Exactement, bah, ne serait-ce que, enfin, tu vas en parler plus tard, mais on entend les bruits de canon Mhm. en hors champ. Il y a des soldats qui viennent régulièrement à leur porte. C'est vraiment, elles vivent dans la peur des pillages, etc. Donc oui, le contexte est totalement différent pour les proies. Exactement. Donc, on a un début du film qui commence avec cette petite fille et sa robe et son petit panier, qui moi me fait beaucoup penser au petit chaperon rouge, qui se promène dans la forêt et qui tombe sur le loup qu'elle va ramener à la maison, car il a pris une petite forme d'agneau blessé inoffensif. Non mais, blague à part, et je trouve que le parallèle est quand même pertinent. Il y a un début qui, moi, me fait vraiment penser au petit chaperon rouge et avec ce personnage de l'homme, quoi. De l'homme sauvage qui est là et qui surgit des buissons, qui me fait vraiment penser à cette métaphore du loup. Mais avant cela, on voit un quotidien de guerre, donc comme on le disait avant, avec des jeunes filles, des ados et des femmes réunies ensemble et isolées, donc silencieuses et craintives du comportement des soldats. Donc en fait, il y a une sorte de latence qui plane. En fait, elles attendent la fin de la guerre, qui en plus sera défavorable pour elles qui sont sudistes. Bon, elles ne le savent pas encore, mais oui, effectivement, ce sera défavorable pour elles. Oui, elles le savent pas, mais nous, on le sait. Et c'est intéressant parce que ce sont aussi des filles qui veulent toutes se retrouver autre part que dans cette maison, où elles veulent notamment retrouver leur famille ou seulement avoir une autre vie. Et vraiment, du coup, le pensionnat, séminaire, tout ce que vous voulez, bah, du coup, c'est vraiment vécu comme une prison, quoi, pour elles, littéralement. Oui, d'ailleurs, on a quand même cette impression, je trouve, de paradis un peu dans la photo du film, avec des décors qui sont magnifiques. On a la super grande maison coloniale à l'architecture hellénistique. On a la nature tout autour. Donc, on a une sorte de microcosme des manifestations de la nature. D'ailleurs, comme le dit très bien le titre, c'est les proies, quoi. Donc, c'est les proies versus le prédateur, avec tout ce que ça entraîne comme conséquence de prédation, soit la peur, la violence, c'est la période un peu séduction, voire même franchement période de rude, quoi. C'est très animal comme truc. Et elles sont littéralement enfermées dans cet espace. Et on le voit avec en tout cas le symbolisme de cette grille qui enferme autant qu'elle protège au final. Et en plus, on est dans un espace qui est archaïque d'une certaine manière. On le voit avec l'éducation super stricte. Ça ressemble un peu à un couvent d'une certaine façon. Et on a l'ambiance des prières, enfin tout ça, quoi. C'est intéressant parce que du coup, tu parles de couvent et là, on est très, très loin du couvent d'Héloïse où elle exprime une Ah oui. certaine, égalité, entre les femmes. Là, c'est vraiment, une hiérarchie militaire où, chacun a son rôle, son poste et du coup, c'est un couvent très strict, quoi. Donc, c'est pas le couvent, in a good way, quoi. C'est ça, ouais. On a un couvent qui est quand même dominé par une forme d'autorité et de hiérarchie. Mmh. Alors que là, dans Portrait, le couvent, il est plutôt bien décrit. Là, c'est un peu différent.
Et plus que ça, il y a juste le fait qu'en fait, ces femmes, dans cet espace-là, elles ont une présence qui est franchement inutile. Mm. Dans le sens où elles étudient toute la journée sous le bruit des bombardements et elles étudient des choses comme le français et autres. Je suis pas sûre que ça leur serve beaucoup, là, le français, dans le contexte dans lequel elles sont. Mais, mais on a quand même, tu vois, on a un ennui, en fait. Et une frustration, je pense, qui est liée à l'inaction. Alors que de l'autre côté, on a des hommes qui, eux, qui sont en fait constamment dans l'action et qui vont se battre et qui défendent en fait la nation avec tout l'honneur et le privilège que ça implique. Donc en fait, on a les hommes qui sont l'action, la conquête, le risque, la mort, comme le dit très bien, c'est Thanatos, par exemple, pour ceux qui s'y connaissent un peu en psychologie. Et on a le viol de guerre aussi. Donc en fait, on a une forme d'évacuation des désirs. Et ça, on le voit à travers le personnage du soldat McBurney, qui sort en fait cette dynamique d'homme et enfin qui était dans cette dynamique d'homme et qui en fait en sort pour tomber dans celle des femmes une fois qu'il est blessé. Et de l'autre côté, on a les femmes qui sont juste dans l'attente, dans l'ennui, le silence, le soin, la peur, et en fait qui n'ont aucune évacuation possible ni du désir ni de quoi que ce soit en fait. Donc elles sont constamment spectatrices. C'est comme une cocotte minute, quoi. Ah ouais, Il ça manque plus bouillonne. que d'exploser, quoi. Oui, c'est clairement ça. Mais du coup, comme tu dis, elles sont dans l'attente, donc ça bouillonne. Et en fait, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'histoire commence réellement quand en fait on a l'arrivée d'un homme, soit qui est le facteur en fait déclencheur et qui est en fait l'entité sur laquelle la frustration elle va se déposer comme une forme d'échappatoire d'une certaine manière, qui permet de laisser sortir tout ça, qui permet de laisser sortir le bouillonnement qui est à l'intérieur. Et on se rend quand même compte que c'est pas n'importe quel homme. Donc c'est un ennemi, c'est un mercenaire irlandais et c'est un soldat. Donc tout ce qu'elles craignent en fait, d'une certaine façon, mais c'est un soldat blessé et qui plus est assez jeune et physiquement attirant. Ouais, donc c'est un loup terriblement sexy, quoi. Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec le loup avant. Je trouve qu'il y a un truc quand même. Tu vois, le loup, ça fait peur, mais en même temps, c'est un peu l'excitation quand tu t'ennuies. Tu vois? Exactement. Ouais. Et on sent vraiment du coup que son arrivée, il perturbe un ordre des choses, un équilibre, mais aussi et surtout ses femmes. Et notamment pour Alicia, qui est interprétée par Elle Fanning, la venue de John, il a éveillé en elle de nouveaux désirs, notamment sexuels, mais aussi tout simplement d'être regardée et désirée par un homme. Quelque chose qu'elle ne connaissait pas du tout, mais qui maintenant devait être assouvi par John. Même chose pour Edwina, qui est interprétée par Kristen Dunst. voilà, merci, Kristen Dunst, qui avait une vie centrée sur le devoir, avec notamment l'enseignement et être la seconde de Miss Martha, mais qui maintenant se met à rêver d'une vie en dehors. Comment? Tout simplement parce qu'elle est vénérée par le caporal, qui la voit comme l'élu de son cœur, en lui disant globalement tout ce qu'elle aimerait entendre venant du prince charmant. Et le pire, c'est que ça marche. Pour Amy, cela a révélé en elle sa solitude et le besoin d'avoir un ami. C'est celle qui le trouve pour la première fois dans la forêt. Le chaperon rouge. Et pour Miss Martha, Nicole Kidman, celle qui dirige le tout, elle voit en lui un support émotionnel à sa lourde charge, voire même un partenaire, un compagnon. Mais cela fait aussi naître en elle un paradoxe où ses désirs, du coup, ils se confrontent à son devoir et ses responsabilités. Oui, c'est sûr que le personnage d'Alicia, quand même, c'est aussi un personnage d'ado, tu vois. Et on sent que déjà tout la fait chier enfin tout l'ennui, pardon, dans cette maison où elle doit étudier. Et en plus, c'est un personnage d'ado, donc c'est un peu le flirt avec ce qui est interdit, avec ce que tu devrais pas faire et tout. Donc je comprends que chez elle, ça sorte sous forme de désir sexuel et de braver l'interdit, parce que c'est quand même un homme qui est vachement plus vieux qu'elle et qui est plus mature, je sais pas, mais peut-être. Ah bah si, totalement. Alors que, ouais, comme tu disais, tu vois, Edwina, c'est déjà la femme plus âgée, et elle, on sent elle en a un peu bavé déjà, un peu d'une certaine manière. Elle est morte de l'intérieur. Hein. Ouais, mais du coup, elle, tout son échappatoire, c'est l'amour, le romantisme, le jeu de séduction, tu vois. Elle est vachement moins dans ce truc animal. Elle est plutôt dans marie-moi et sors-moi de ce trou, je veux plus jamais y aller, tu vois. Alors que Miss Martha, elle, c'est un autre délire. En fait, elles sont plein d'étapes de la vie d'une femme, j'ai l'impression. Ouais, totalement. Tu sais, t'as Amy, qui est la petite, qui a perdu sa famille, qui aimerait, je sais pas, peut-être aussi la présence un peu sécurisante d'un homme comme d'un ami ou d'un frère ou d'un père. Alors que, comme on disait, Alicia, elle est dans ce truc animal, elle. Edwina, elle est dans un truc complètement romantique, puisqu'elle est à l'étape d'après, où on sent que c'est une femme qui pourrait déjà se marier et tout. Puis après, t'as Miss Martha, elle, qui s'est déjà mariée, qui a vu son mari mourir, et qui est juste en mode j'endosse tout le problème et toutes les responsabilités en mode matriarche. Et elle, par contre, elle doit incarner les règles, le bon sens, la droiture d'esprit et tout.
Et après, t'as le personnage de John McBurney. Bah alors lui, pour le coup, les frustrations, il en a pas, quoi. Lui, il est dans le mouvement complètement inverse de manipulation, parce qu'en fait, il aimerait s'attirer les faveurs des femmes pour rester à l'abri de la mort, parce qu'il veut pas retourner sur le champ de bataille. Et puis, lui, il s'amuse sur tous les plans, quoi. Il a aucune limite. Il a le truc animal avec Alicia, il a le côté romantique, mariage avec Edwina. Il profite un peu de l'autorité qu'il pourrait avoir en secondant un peu Miss Martha, et puis en même temps, il fait pote avec les autres plus jeunes. Exactement ça. Et en fait, dans le film, on a une application de tous ces enjeux que ressentent ces personnages, et notamment via 2 scènes. Et la première, bah, c'est la scène de chant dans la chambre du caporal avec toutes les filles, où on a l'impression que ce soit au niveau des placements des personnages ou des regards qu'elle donne à John, qu'il y a vraiment un truc qui se passe, quoi. Et ce truc qui se passe, c'est que elle ne désire qu'une chose, c'est attirer son regard, son attention, quoi. Et c'est pareil, notamment lors du premier repas, en compagnie du caporal, où la situation frôle limite le ridicule, ou quand John avoue qu'il adore la tarte aux pommes qu'il mange, chacune veut s'en accréditer le succès, ou à minima, avoir une affinité commune avec le caporal. Ainsi, Alicia, elle avoue que c'est elle qui a fait la tarte. Edwina, elle demande à Alicia si elle a utilisé sa recette. Amy dit qu'elle a cueilli les pommes. Marie confesse qu'elle aussi, c'est sa tarte préférée. Bref, forcément, toutes ces passions qui se déchaînent font naître de nouveaux sentiments, dont, bah, inévitablement, vous en doutez, la jalousie. Ouais, mais tu vois, ça c'est un truc que je trouve assez drôle et ça revient avec le parallèle du loup. C'est qu'on a quand même tout le long, on sent cette tentation d'accepter et de laisser en fait entrer l'objet du désir. Mais peu importe sous quelle forme. Bref, en tout cas, elles veulent laisser rentrer en fait l'objet du désir sous leur toit. Et c'est un peu, est-ce qu'on laisse entrer le loup blessé dans le poulailler sous prétexte qu'il est blessé et que du coup, bah, il n'est pas tellement en capacité d'attaquer. Donc j'ai l'impression qu'en fait, plutôt que le livrer aux soldats, elles sont plutôt dans un truc où elles refusent de céder à une forme de rationalité et elles se donnent des prétextes de charité, servitude chrétienne, elles se mettent des limites de temps, elles se disent que ah là là, il va tuer le pauvre par les soldats, etc. Elles essaient de se Mais convaincre, quoi. oui, elles essayent de se convaincre. Mais en même temps, même si elles l'acceptent, il y a quand même ce truc où elles l'enferment et elles commencent par l'isoler. Donc en fait, t'as l'impression, le désir, comme l'homme, en fait, elles l'enferment. Mais littéralement, quoi. Elles le mettent sous clé, derrière la porte. Mais symboliquement, j'ai l'impression qu'elles verrouillent aussi en apparence leur désir. Sauf que l'une après l'autre, tu vois qu'en fait, elles vont transgresser ce truc-là et elles vont chacune ouvrir la porte pour entrer dans cet espace. Oui, c'est très drôle, limite, de voir que c'est limite un moulin à vent, cette chambre, quoi. C'est Oui. à clé, mais tout le monde peut sortir, entrer comme ils veulent et tout. Il n'y a aucune règle. Bon, sauf le caporal qui peut pas sortir, mais enfin, voilà, c'est très très drôle. Et du coup, effectivement, oui, voilà, elle tente de condenser, d'enfermer ce désir dans cette pièce. Mais des moments où elles luttent pour leur désir, c'est compliqué, quoi. Notamment lors de la toilette de John par Miss Martha au début du film, qui, on le remarque un peu à son comportement, est une véritable épreuve pour elle. On sent vraiment une frustration de devoir se contrôler en ne profitant pas de la situation. Pas forcément en acte, hein, mais ne serait-ce que juste en pensée, car elle doit être la personne la plus exemplaire et on sent que cela est une véritable épreuve pour elle, quoi. C'est comme si elle avait un poulet braisé sous les yeux et qu'elle pouvait pas y toucher, quoi. C'est compliqué, quoi. Oh mon Dieu. Ah, la comparaison. Depuis avant, c'est le loup, poulailler, poulet au raisin. Voilà, au cas où si vous avez faim, allez hop. Non, mais c'est drôle, mais c'est pas drôle du tout parce que le film il est quand même horrible. Ah oui, totalement. Mais c'est vrai qu'on a l'idée quand même que la maison, c'est un espace féminin de base, comme pour Little Woman et comme pour Portrait. Sauf la chambre, plus le rez-de-chaussée, qui petit à petit qui petit à petit perdent leur qualité d'espace de femme, contrairement au reste de la maison, mais qui deviennent en fait un espace de plus en plus masculin. On se rend compte petit à petit, il y a un rasoir, les vêtements, la présence, etc. Et c'est un espace quand même qui perd un peu les règles strictes et droites qu'instaure la société. Déjà, on se rend compte que, comme tu disais avant, c'est un moulin, tu vois. Donc, c'est je rentre, je sors, je rentre, je sors. Et c'est un truc de passer d'un espace féminin, où la femme passe en fait d'un espace féminin à l'espace masculin. Et lui ne peut pas encore rentrer dans l'espace vraiment féminin des autres pièces. Donc là, pour l'instant, c'est juste les femmes qui font des allées-venues. Mais on se rend compte quand même que petit à petit, c'est un espace qui se salit. En tout cas, pour tout ce qui est chambre et rez-de-chaussée, c'est un espace qui devient sale. On se rend compte qu'il y a le sang, il y a la violence des blessures, c'est un espace qui mute avec les opérations qui y sont subies, avec aussi toutes ces phases violentes, on va dire, où il casse tout.
Et c'est aussi l'espace de la nudité masculine, donc de la sexualité par exemple avec Edwina. Et petit à petit, quand il s'immisce dans d'autres pièces de la maison, on voit ces valeurs qui se dispersent aux autres endroits. Par exemple, la chambre où il couche avec Alicia, la cuisine où il les menace et où il casse des objets, le jardin où il coupe et désherbe. Donc littéralement, en fait, il vient dompter la nature qui est autour d'elle, tu vois. Donc il vient nettoyer la maison. Il y a un truc d'autorité là-dedans aussi, je trouve. Et il y a la salle à manger, bien sûr, où il meurt à la fin. Et tout ça pour en fait terminer au même endroit qu'au début, donc là où tout s'est joué, c'est-à-dire le porche de la maison. Et c'est littéralement en fait le seuil de l'espace de ces femmes quand on regarde. C'est l'espace qui est juste devant la porte d'entrée. Et c'est là qu'elle décide de soit le porter à l'intérieur parce qu'il est blessé, et également qu'elle l'embaube. Donc en fait de le rejeter de cet espace, et la frustration, d'une certaine manière, elle est de retour et tout recommence exactement comme avant. Et quand on regarde cette mort, en fait, c'est juste une réponse de ses actes. Et c'est lorsque le petit jeu du caporal se retourne contre lui qu'il récolte vraiment, d'une certaine manière, le fruit de tout ce qu'il a semé, le fruit de la manipulation envers ses femmes. Et c'est là que la vraie nature de John refait surface. Et dès lors, du coup, toutes le voient vraiment comme un ennemi dont il faut se débarrasser. Et seule Edwina, toujours ensorcelée par ses paroles, passe outre et voit en John une émancipation du pensionnat, une émancipation par l'amour, et notamment via l'acte sexuel. Donc vraiment, pour Edwina, elle traduit cette frustration par des actions en ce sens, pour reprendre le contrôle de sa vie, du moins en apparence. Là où pour les autres, cette frustration, elle se traduit par le besoin de couper ce membre gangréné en réfrénant ou en effaçant leurs désirs ou leurs projections vers John, car trop dangereuse. Et ce qui est vrai dans les faits, parce que John, pour le coup, il est vraiment dangereux. Mais à noter que Edwina, elle décide de coucher avec John directement après que ce dernier se soit plaint qu'à cause de sa jambe coupée, il était devenu un sous-homme. Car il faut le dire, à cette époque, la valeur d'un homme était surtout d'un homme immigré. Elle se mesure par sa force de travail et sa force physique. Le fait d'avoir été amputé ampute également sa capacité à travailler, à subvenir à ses besoins et celui d'un foyer. Et du coup, ça compromet la définition physique et théorique d'un homme, et ça entrave du coup sa capacité à se reproduire, travailler et se défendre. Ouais, c'est ce que je disais au début quand je parlais justement du fait que on se rend compte que l'homme, c'est qu'il est dans le mouvement, alors que les femmes, elles sont dans l'enfermement. Mm. Lui, quand il coupe, enfin, quand sa jambe est coupée, lui, littéralement, il passe d'un truc de mouvement à, on le voit au début, il peut plus marcher, enfin, il doit rééduquer sa marche, on va dire, d'une certaine manière, même si ce sera jamais pareil. Et au début, il est supporté par les femmes et tout ça pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Et c'est vraiment cette idée qu'il est coupé, en fait, du mouvement. Donc, il est plus vraiment dans, on va dire, la dynamique masculine, et il tombe, en fait, dans la dynamique féminine. J'ai l'impression que c'est pour ça, en fait, qu'il essaye de compenser avec ce truc de violence. Parce que c'est ça, en fait, qui le fait, tu vois, c'est la force, mais la force dangereuse, parce qu'il a plus cette force peut-être, on va dire, constructive, tu vois, de pouvoir nettoyer, ou alors, par exemple, faire le jardin comme il faisait avant, etc., tu vois. Donc, il compense par cette force qui est genre juste, je peux plus créer quoi que ce soit avec ma force, donc je détruis. Et il Ouais. tombe dans le truc complètement, on va dire, la dynamique un peu opposée. Et d'ailleurs, on le voit, je sais pas, moi je trouve ça un peu choquant, mais tous les actes de violence accidentelle ou d'amputation, par exemple, qu'il y a sur lui, alors que Edwina, quand même, elle le pousse pour se protéger et qu'elle l'ampute pour lui sauver la vie, tout ça, c'est justifié dans l'imagination de McBurney comme en fait une conséquence d'un désir qui aurait été inassouvi par lui chez Edwina ou chez Miss Martha, en fait. Comme s'il y avait une idée de jalousie et de vengeance en mode c'est pas moi qui l'ai choisi, donc je vais le pousser dans les escaliers et lui amputer la jambe. Donc il y a vraiment cette idée que c'est elle en fait qui font de lui un sous-homme. Alors que au final, pas vraiment. D'une certaine manière, c'est son comportement à lui qui fait qu'il se retrouve dans cette situation-là. Et puis ça implique un peu aussi qu'il y aurait aucune autre raison de rébellion contre un homme dangereux pour les femmes que simplement en fait la jalousie ou le désir inassouvi. Comme si elles avaient aucune autre raison de le pousser dans les escaliers que juste parce que oh là là, il a choisi une autre fille que moi, tu vois. Grave. Ouais. En tout cas, lors de la mort du caporal, on voit vraiment, du coup, c'est une scène de repas, une sororité se mettre en place avec une organisation quasi militaire avec Miss Martha en commandante. Et durant le repas, il y a une union qui se manifeste où elles se tiennent les mains, notamment pour la prière. Et du coup, ça renvoie vraiment à une image d'une chaîne ou d'un filet qui capture sa proie, quoi, en fin de compte. Sachant que à partir du moment où il commence à manger, son sort est déjà scellé, quoi. Donc c'est comme si il y avait juste à attendre. Le piège était là, il faut juste attendre que le résultat arrive, quoi. Et mais en même temps,
moi, je peux pas m'empêcher de penser à autre chose, à savoir que après avoir Ken, pardon, John, il redevient calme, docile, poli, comme si toute la frustration, la haine avait disparu grâce à l'acte sexuel. Comme si une faim fut rassasiée pour arriver au final à une satiété, quoi. Et on peut voir du coup que, en la mort de John, en plus que ce soit une nécessité de le tuer pour se protéger, car c'est un mec vraiment très dangereux, on peut le voir aussi comme une punition des autres femmes qui punissent John pour avoir choisi notamment Edwina, mais aussi Edwina pour avoir, entre parenthèses, goûté aux fruits défendus. Et du coup, cette mort apparaît donc comme un châtiment contre leur péché. D'autant plus que le film se passe dans le sud, à savoir un territoire avec des valeurs conservatrices. Et du coup, d'autant plus qu'ils ont eu un rapport sexuel hors mariage, donc c'est le comble du péché. Donc on peut voir en un sens une sanction en ce meurtre pour les deux amants, on va dire ça. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Quand tu dis qu'elles ont une organisation quasi militaire avec Miss Martin en commandante, en fait, là, c'est le moment où, enfin, tu te rends compte que, tu vois, avant, on avait ces femmes qui étaient en latence, qui attendaient. Elles étaient dans un espace d'attente, de soins et de peur, etc. et tout. Et en fait, là, on a le truc qui se renverse. Mm. Dans le sens où, en fait, lui, il est devenu entre guillemets, un homme moins valeureux parce que il a perdu sa jambe, etc. et tout. Et en fait, elles ont pris la dynamique inverse, où en fait, elles ont chopé ce truc du soldat. En fait, c'est elles qui deviennent la troupe de soldats. Ouais, elles passent à l'action, quoi. Mhm. Elles sont plus spectatrices ou elles ne subissent plus la situation, elles décident de prendre le contrôle de leur destin, quoi, de leur espace, typiquement. Mais pour ça, il a fallu qu'il y ait un homme qui rentre dans leur espace. Mm. Et qui soit un homme qui plus est violent. Et qui réveille limite ce truc en fait chez elles, quoi. La pulsion de défense qu'elles doivent tout avoir en elles. Mais d'ailleurs, ce que je trouve assez beau, c'est beau sans être beau, mais dans le sens où la frustration, je trouve qu'elle implique une mort vraiment lente en fait. Et c'est super violent, mais tout est intériorisé autant dans le fond et dans la forme que dans les sentiments de désir et de mort. En fait, c'est une mort super sournoise qu'il a. Alors que tu vois, on retrouve cette colère et cette rage qu'on retrouve souvent dans la thématique du female rage. Et c'est cette idée de mort violente, brutale et directe. Sauf qu'en fait, ici, c'est ni gore, ni extravagant. En fait, c'est juste une image. Je dirais que c'est une mort à l'image de l'empoisonnement symbolique et de la frustration qui tue, en fait, petit à petit les femmes qui doivent se taire et intérioriser leur mal. Et lui, c'est pareil, quoi. C'est vraiment l'idée du poison, du truc qui rentre en toi et qui t'empoisonne et qui ressort sous pratiquement aucune forme, il a aucune manifestation vraiment symptomatique, violente. On le voit juste se courber de douleur et tout, mais même la douleur, elle est intériorisée. En fait, c'est juste lui qui tombe au sol et qui est mort. Ouais, oui, exactement. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est que d'habitude, pour notamment les revenge movies, on a l'habitude d'une mort assez cathartique et tout, un truc vraiment, une pulsion qu'il faut assouvir aussi bien pour le personnage que pour le spectateur. Et là, comme tu dis, c'est ni gore, ni extravagant, c'est vraiment un truc vraiment latent qui témoigne, comme tu dis, de leurs conditions, quoi. Mais du coup, après la mort du caporal, tout redevient comme avant. Sauf du coup pour Edwina, qui voit du coup ses espoirs partir en fumée. Pire, elle a été trompée, traitée comme une enfant, comme au fond, limite un coup de grâce d'une longue série. Car on le rappelle, elle a été déjà infantilisée par John, car il refuse de coucher avec elle en se jetant dans les bras d'Alicia. Elle a été infantilisée car recadrée constamment par Miss Martha, infantilisée et pas prise au sérieux par aucune des filles, notamment en la mettant pas dans la confidence du meurtre, et aussi tout simplement par des choses simples comme se faire recadrer parce qu'elle s'est dénudée les épaules. Et tout cela en fait dans le but de ramener en fait c'est les brebis dans l'enclos. Et ce qu'elle fait en fait, Edwina, du coup, c'est qu'elle réprime ce rêve qu'elle s'était autorisée à avoir et redevient la seconde de Miss Martha. Et du coup, il y a le retour d'une hiérarchie avec la frustration qui s'accompagne. Et le dernier plan du film est pour moi, je trouve, très révélateur, parce qu'on finit sur un plan de la grille où est accroché le foulard bleu pour prévenir les confédérés, notamment pour livrer le corps, je pense. Et en arrière-plan, du coup, à travers la grille, on voit les filles posées sur le perron de la porte, comme posant pour une photo, les emprisonnant du coup dans le cadre et témoignant à jamais d'une féminité emprisonnée. Mais d'ailleurs, il y a quand même un truc qui me marque, c'est que tu vois même le personnage d'Edwina, à la fin, elle a vraiment juste le regard dans le vide et on sent que, tu vois, elle s'échappe presque à l'intérieur d'elle-même, dans son imagination, sans s'autoriser à... Je sais même pas, tu vois, il n'y a pas de deuil, il n'y a rien. C'est juste elle qui fixe le vide, elle se fait recadrer encore une fois par Miss Martha qui lui dit regarde comment les filles, elles font, elles sont en train de coudre le drap, etc. Et tu la vois qui juste revient, qui regarde. Ouais.
Elle revient parmi les vivants, genre, elle dit Edwina, Edwina. Et elle a fait oui, 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 Miss Sparta. Ouais, c'est ça. Comme si elle avait même plus le droit de rêver, quoi. Que, bah, elle était du coup bah, prisonnière. Oui, bah, elle est enfermée jusqu'à l'intérieur d'elle-même, quoi, tu vois? On lui Mm. retire même, je sais pas à quoi elle pensait, tu vois? Mais même, ça, c'est coupé, c'est en mode de: «Non, reviens à la réalité, présent, on embaume quelqu'un et tu». On embaume ton rêve. Ouais, c'est ça, c'est ton espoir de t'en aller, il est après franchement, mauvais espoir de s'en aller aussi, tu Oui, vois? oui, Je pense oui, qu'elle aurait pas vécu des trucs géniaux, carrément. mais Il y a mieux, hein, mais bon. Voilà. OK. Bon.